Le Dieu qui fume. Willis George Emerson. Publié en 1908. Avant de commencer la lecture du livre, je vous serai reconnaissant de vous abonner et d'aimer la vidéo si le contenu vous plaît. Cela m'aidera à produire davantage de livres audio. Vous pourrez également trouver un lien dans la description pour vous procurer le livre au format physique. Bonne écoute. Première partie. Préface de l'auteur. Il est le Dieu qui siège au centre, sur l'ombilic de la terre, et il est l'interprète de la religion pour toute l'humanité. Platon. Je crains que le récit, à première vue incroyable, que je m'apprête à dévoiler ne soit perçu comme le fruit d'un esprit dérangé, égaré peut-être par le charme enivrant de percer un mystère merveilleux, plutôt que comme le témoignage véridique d'une expérience sans égale, celle vécue par un certain Olaf Jansen, dont la folie éloquente a tant captivé mon imagination que toute velléité d'analyse critique s'est aussitôt dissipée. Sans doute Marco Polo se retournera-t-il dans sa tombe à l'écoute de cette étrange chronique que le destin m'impose de relater. Un récit aussi extravagant qu'une fable de Munchausen. Il est d'ailleurs incongru que moi, sceptique avéré, soit l'éditeur du témoignage d'Olaf Jansen, dont le nom est ici révélé au monde pour la première fois, et qui devra pourtant désormais figurer parmi les illustres de notre terre. Je l'avoue librement, les affirmations d'Olaf Jansen échappent à toute analyse rationnelle. Elles touchent à ce mystère profond du Nord glacé, qui, depuis des siècles, intrigue à la fois savants et profanes. Aussi contraires soient-elles aux manuscrits cosmographiques de l'Antiquité, ces déclarations simples méritent d'être considérées comme le compte-rendu fidèle de ce qu'il affirme avoir vu de ses propres yeux. 100 fois je me suis demandé s'il était possible que notre cartographie du monde fût incomplète, et si le récit stupéfiant d'Olaf Jansen ne reposait pas, en fin de compte, sur des faits vérifiables. Le lecteur pourra trancher selon sa propre conscience, là où le chroniqueur de cette aventure reste, lui, dans le doute. Car il m'arrive encore de me demander si je n'ai pas été égaré par les feux follets d'une superstition habile, ou si les vérités que nous tenions pour acquises ne reposeraient pas, en réalité, sur une illusion. Il se pourrait que la véritable demeure d'Apollon ne fût pas Delphes, mais ce centre originel de la Terre qu'évoque Platon, lorsqu'il dit « Le véritable foyer d'Apollon se trouve chez les Hyperboréens, dans une contrée de vie éternelle, où la mythologie raconte que 2 colombes, venues des extrémités opposées du monde, se rencontrèrent dans cette terre bénie. Selon Hécatée, Léto, la mère d'Apollon, serait née sur une île de l'océan Arctique, bien au-delà du vent du Nord. Je n'ai pas l'intention d'ouvrir ici une discussion sur la théogonie des dieux, ni sur la cosmogonie du monde. Mon devoir est plus simple, éclairer l'humanité sur une région jusqu'ici ignorée de l'univers, telle que vue et décrite par un vieux Norvégien, Olaf Jansen. L'intérêt pour les recherches arctiques transcende les frontières. 11 nations, aujourd'hui, participent ou ont participé aux périlleuses tentatives d'élucider ce qui demeure le dernier grand mystère cosmologique de la Terre. Il est un dicton aussi vieux que les collines. La vérité dépasse la fiction. Et nul adage ne m'a paru plus vrai que celui-ci, en ces dernières semaines où cette vérité m'a frappé de plein fouet. Il était 2 heures du matin lorsque je fus tiré d'un sommeil paisible par la sonnerie insistante de ma porte. Le perturbateur nocturne n'était autre qu'un messager, porteur d'un billet griffonné à la hâte, presque illisible, envoyé par un vieux Norvégien du nom d'Olaf Jansen. Après bien des efforts pour en déchiffrer les caractères tremblants, je finis par y lire ces simples mots. « Je suis mourant. Viens. » L'appel était impératif. Je ne perdis pas un instant pour me préparer à répondre à l'urgence. Peut-être dois-je préciser ici qu'Olaf Jansen, un homme qui venait de célébrer son 95e anniversaire, vivait depuis environ 6 ans dans un modeste bungalow, du côté de Glendale, à courte distance du centre de Los Angeles, en Californie. C'est moins de 2 ans auparavant, au détour d'une promenade, que je fus attiré par la maison d'Olaf Jansen et son charme paisible, puis par son propriétaire, que j'appris plus tard être un fervent adepte des antiques cultes d'Odin et de Thor. Il y avait, dans les traits de ce vieil homme, une douceur empreinte de sagesse,
et dans ses yeux gris encore vifs, une expression bienveillante. Une solitude profonde semblait l'entourer, et elle éveilla aussitôt ma compassion. Légèrement voûté, les mains jointes derrière le dos, il marchait d'un pas lent et régulier lorsque nous nous rencontrâmes pour la première fois. Je ne saurais dire quel élan me poussa à interrompre ma marche pour lui adresser la parole. Il parut heureux du compliment que je lui fis sur son charmant bungalow et sur les vignes et fleurs soignées qui, en profusion, grimpaient le long des fenêtres, du toit et de la large véranda. Je découvris rapidement que ce nouvel ami n'était pas un homme ordinaire. Il était, à un degré remarquable, profond et cultivé. Dans les dernières années de sa longue existence, il s'était plongé dans les livres et avait acquis une force étonnante dans le silence méditatif. Il me raconta qu'il vivait en Californie du Sud depuis 6 ou 7 ans, après avoir passé une douzaine d'années dans un État du centre-est. Avant cela, il avait été pêcheur au large de la Norvège, dans la région des îles Lofoten, d'où il avait navigué encore plus au nord, jusqu'à Spitzberg et même jusqu'à la terre François-Joseph. Lorsque je pris congé de lui ce jour-là, il sembla peiné de me voir partir et me pria de revenir. Je n'y prêtais guère attention sur l'instant, mais je me rappelle aujourd'hui ces paroles étranges lorsqu'il serra ma main. « Vous reviendrez, n'est-ce pas ?»« Oui, vous reviendrez un jour, j'en suis sûr. Et alors, je vous montrerai ma bibliothèque et vous raconterai des choses dont vous n'avez jamais rêvé. Des choses si merveilleuses qu'il se peut que vous ne me croyiez pas. » Je lui répondis en riant que non seulement je reviendrais, mais que je serais prêt à croire tout ce qu'il souhaiterait me raconter sur ses voyages et ses aventures. Les jours suivants, je me liai davantage avec Olaf Jansen. Peu à peu, il me dévoila son histoire, si extraordinaire que son audace même défiait la raison et la foi. Il s'exprimait toujours avec tant de ferveur, de sincérité, que je me laissais captiver par ses étranges récits. Puis vint cette nuit-là l'appel du messager. Et moins d'une heure plus tard, j'étais au chevet d'Olaf Jansen, dans son bungalow silencieux. Il se montra impatient de mon arrivée, bien que j'eusse accouru aussitôt après son appel. « Il faut que je me hâte », s'écria-t-il, tout en me serrant la main. « J'ai tant à te dire, des choses que tu ignores, et je ne ferai confiance à personne d'autre que toi. Je sais, poursuivit-il d'un ton pressé, que je ne passerai pas la nuit. L'heure est venue pour moi de rejoindre mes ancêtres dans le grand sommeil. » Je lui réajustai les oreillers pour le rendre plus confortable, lui assurant que j'étais honoré de pouvoir lui être utile, car je percevais de plus en plus la gravité de sa condition. L'heure tardive, le silence pesant, l'étrangeté de la situation, seul avec un mourant, et surtout son récit incroyable, tout cela faisait battre mon cœur à tout rompre, pris d'une émotion dont je ne trouve pas le nom. Et cette nuit-là, au chevet du vieux Norvégien, comme bien des fois depuis, une sensation m'envahit, bien plus puissante qu'une conviction. Je croyais non seulement à ces paroles, mais je voyais ces terres inconnues, ces peuples étranges, ce monde au-delà du nôtre. J'entendais le chœur orchestral de 1000 voix puissantes s'élevant dans les airs. Pendant plus de 2 heures, il sembla doué d'une vigueur presque surnaturelle. Il parlait vite et avec une clarté étonnante. À la fin, il me remit en main propre plusieurs documents, des notes, des croquis, des cartes rudimentaires. « Je te les confie, » dit-il en conclusion. « Si tu peux me promettre de les révéler au monde, je mourrai apaisé, car je veux que l'humanité connaisse la vérité. Alors tout mystère entourant le Nord glacé s'évanouira. Tu ne risques pas de subir le sort qui fut le mien. On ne t'enchaînera pas, on ne t'enfermera pas dans un asile, car tu ne raconteras pas ton histoire, mais la mienne. Et moi, grâce aux dieux, Odin et Thor, je serai dans la tombe, hors d'atteinte des incrédules qui voudraient me persécuter. » Sans mesurer la portée immense de cette promesse, ni les longues nuits sans sommeil qu'elle m'imposerait, je lui tendis la main et lui jurai de respecter fidèlement sa dernière volonté. Lorsque le soleil se leva derrière les cimes lointaines de San Jacinto, à l'est, l'âme d'Olaf Jansen, navigateur, explorateur, adorateur d'Odin et de Thor, et témoin d'aventures sans précédent dans l'histoire du monde, s'envola. Je restai seul avec le mort. Et maintenant,
après lui avoir rendu les derniers hommages, à cet homme venu des îles Lofoten, et plus loin encore du nord mystérieux, à cet explorateur intrépide des glaces, qui, dans ces années crépusculaires, passé les 90 ans, avait trouvé refuge sous le soleil paisible de la Californie, je vais entreprendre de livrer au public son incroyable récit. Mais avant cela, permettez-moi une ou deux réflexions. Génération après génération, les traditions venues des brumes du passé se transmettent de père en fils. Pourtant, pour une raison étrange, l'intérêt pour l'inconnu glacé ne faiblit pas au fil des âges, ni chez l'ignorant, ni chez l'érudit. À chaque nouvelle époque, un souffle d'agitation vient éveiller le cœur des hommes, les poussant à percer le mystère de la citadelle voilée de l'Arctique, ce cercle de silence, ce pays de glaciers, de mers froides et de vents étrangement tièdes. L'intérêt grandit encore pour ces montagnes d'iceberg, et l'on s'abandonne à de merveilleuses spéculations sur le centre de gravité de la Terre, le berceau des marées, le sanctuaire des baleines, le point de folie de l'aiguille magnétique, le domaine de l'aurore boréale, là où, génération après génération, des esprits intrépides osent s'aventurer, bravant les périls du Grand Nord. L'un des ouvrages les plus remarquables de ces dernières années est Le Paradis retrouvé, ou Le berceau de la race humaine au pôle Nord, de William F. Warren. Dans son livre soigneusement documenté, Monsieur, Warren semble frôler la vérité, la toucher presque du doigt, pour ne l'avoir manqué peut-être que d'un souffle, si la révélation du vieux Norvégien est fondée. Le docteur Orville Livingston Leach, éminent scientifique, écrivait récemment « L'hypothèse d'un monde intérieur m'a d'abord effleuré lorsque je ramassais un géode sur les rives des grands lacs. Un géode est une pierre sphérique, apparemment pleine, mais qui, une fois brisée, révèle un cœur creux tapissé de cristaux. La Terre n'est rien d'autre qu'un immense géode. Et la loi qui façonna le géode selon cette forme creuse a sans nul doute façonné la Terre de la même manière. » En abordant le thème de cette histoire presque incroyable, telle que racontée par Olaf Jansen et appuyée par ses manuscrits, cartes et croquis rudimentaires qu'il m'a confiés, une introduction appropriée se trouve dans ces paroles « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. » Et aussi, Dieu créa l'homme à son image. Par conséquent, même dans les choses matérielles, l'homme doit refléter la divinité, puisqu'il est façonné à l'image du Père. Un homme bâtit une maison pour lui et les siens. Les porches, les balcons, tout ce qui est à l'extérieur ne sont que secondaires. Le cœur de la demeure est tourné vers l'intérieur. Olaf Jansen, par ma voix, modeste instrument, fait une déclaration saisissante. De même, Dieu créa la terre pour ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire pour ses terres, mers, fleuves, montagnes, forêts et vallées, pour toutes ces merveilles internes, tandis que la surface extérieure du globe ne serait qu'un simple porche, un balcon, où la vie ne pousse que parcimonieusement, comme un lichen accroché au flanc d'une montagne, luttant pour sa survie. Prenez une coquille d'œuf, brisez-en les deux extrémités à la taille d'une pièce de monnaie. Videz-en le contenu. Vous aurez alors une représentation parfaite de la Terre selon Olaf Jansen. La distance entre la surface intérieure et la surface extérieure de cette coquille, selon lui, est d'environ 480 km. Le centre de gravité ne se situe pas au centre du globe, mais bien au centre de la croûte. Donc, si celle-ci mesure 480 km d'épaisseur, le centre de gravité se trouve à 240 km sous la surface. Dans leurs journaux de bord, les explorateurs arctiques relatent les déviations de l'aiguille aimantée à mesure que leur navire s'enfonce vers l'extrême nord. En vérité, ils atteignent alors la courbure, la bordure de la coquille, où la gravité s'accroît selon des lois géométriques, et tandis que le courant électrique semble se projeter vers l'espace en direction du fantasmatique pôle Nord, ce même courant retombe et poursuit sa route vers le sud, le long de la surface intérieure de la croûte terrestre. Dans l'annexe de son ouvrage, le capitaine Sabine rapporte des expériences menées pour mesurer l'accélération du pendule selon les latitudes. Ces travaux, fruits d'une collaboration entre Peary et Sabine, révélèrent un fait étrange.
un pendule transporté de Paris vers l'équateur se mit à osciller plus lentement. Ce phénomène fut la première preuve que l'axe polaire est plus court que l'axe équatorial, et que la force de gravité s'accroît à mesure que l'on se rapproche des pôles. Selon Olaf Janssen, le monde fut, à l'origine, créé par le grand architecte de l'univers pour être habité à l'intérieur. Là coulent les 4 grands fleuves, l'Euphrate, le Pichon, le Guillon et le Hiddekel. Ces mêmes noms, appliqués à des rivières de la surface extérieure, ne sont que des vestiges traditionnels hérités d'une antiquité au-delà de toute mémoire humaine. Au sommet d'une haute montagne, près de la source de ces 4 fleuves, Olaf Janssen, le Norvégien, affirme avoir découvert le Jardin d'Éden, perdu depuis des âges, le véritable nombril de la Terre, et y avoir séjourné plus de 2 ans, explorant cette terre intérieure extraordinaire, luxuriante, peuplée d'une végétation gigantesque et d'animaux colossaux, une terre où les habitants vivent pendant des siècles, comme les personnages bibliques tels que Mathusalem, une région dont 1/4 de la surface intérieure est recouvert d'eau et les 3/4 de terre, où s'étendent de vastes océans, de nombreuses rivières et lacs, où les villes sont d'une magnificence surpassant tout ce que nous connaissons, où les moyens de transport dépassent de loin nos inventions, comme nos propres progrès surpassent ceux des peuples les plus reculés de l'Afrique dite noire. La distance d'un bord à l'autre, de la surface intérieure à la surface intérieure opposée, est d'environ 1000 km de moins que le diamètre officiellement admis de la Terre. Et en plein centre de cet immense vide flotte le cœur de l'électricité. Une énorme sphère de feu rouge, terne, non éblouissante, entourée d'un nuage blanc et lumineux, diffusant une chaleur constante et douce, est maintenue en suspension au centre de cette cavité intérieure par l'invariable loi de la gravitation. Ce nuage électrique est connu par les habitants de l'intérieur comme la demeure du Dieu qui fume, the Smoky God. Ils croient qu'il s'agit du trône du Très-Haut. Olaf Janssen me rappela qu'à l'université, nous avions tous vu ces expériences de laboratoire sur la force centrifuge, démontrant que si la Terre était une masse solide, sa vitesse de rotation sur elle-même l'aurait brisée en 1000 morceaux. Il affirmait, avec la sagesse simple des hommes d'expérience, que la Terre ne pouvait être qu'une coque creuse. Il ajoutait que, depuis les points les plus septentrionaux des terres connues, les îles de Spitzberg et la terre François-Joseph, on peut voir chaque année des vols d'oies migratrices s'élever toujours plus au nord, comme l'ont noté les marins et explorateurs dans leurs journaux de bord. Aucun savant n'a encore osé expliquer, même pour lui-même, vers quelle terre lointaine ces oiseaux sont guidés par leur instinct. Mais Olaf Janssen nous offre une réponse des plus plausibles. Il explique également la présence persistante d'une mer libre de glace dans le Grand Nord. Il prétend que l'ouverture septentrionale, cette immense entrée vers l'intérieur de la Terre, mesure environ 2250 km de diamètre. À ce sujet, lisons ce qu'écrit l'explorateur Fridtjof Nansen à la page 288 de son livre « Je n'ai jamais connu une navigation aussi splendide. Toujours plus au nord, toujours, avec un bon vent, à toute allure, poussé par vapeur et voile, une mer libre s'étendait, mille après mille, quart après quart, à travers ces contrées inconnues, de plus en plus dégagées de glace, au point que l'on pouvait se demander « Mais combien de temps cela va-t-il durer ?» Le regard se tourne sans cesse vers le nord, comme pour scruter l'avenir, et pourtant, toujours ce ciel sombre devant nous, signe d'une mer libre. Le Norwood Review, journal anglais, écrivait dans son numéro du 10 mai 1884 « Nous ne croyons pas que la glace s'étende jusqu'au pôle. Une fois franchie la grande barrière de glace, un nouveau monde s'ouvre à l'explorateur, au climat aussi doux que celui de l'Angleterre, puis même aussi tiède que celui des îles grecques. Les rivières de l'intérieur, selon Olaf Janssen, surpassent en volume le Mississippi et l'Amazone réunis. Elles tirent leur puissance non de leur longueur, mais de leur largeur et de leur profondeur. C'est à l'embouchure de ces fleuves gigantesques, qui s'écoulent vers le nord et vers le sud, le long de la surface intérieure de la croûte terrestre, que se forment les icebergs colossaux, certains larges de 25 km
et long de 60 à 160 km. N'est-il pas étrange qu'aucun iceberg, dans les océans arctiques ou antarctiques, ne soit composé d'eau salée? Les scientifiques modernes affirment que le sel est éliminé par le gel, mais Olaf Jansen soutient une autre thèse. Les textes antiques hindous, japonais et chinois, ainsi que les hiéroglyphes des anciennes civilisations d'Amérique du Nord, parlent tous d'un culte solaire. Et à la lumière bouleversante des révélations d'Olaf Jansen, il se pourrait que les peuples de l'intérieur, attirés par les reflets du soleil perçant à travers les ouvertures polaires, aient fini par se détourner de leur Dieu qui fume, lassés d'un climat trop uniforme, trop clément, et qu'ils s'aient suivi cette lumière plus éclatante jusqu'à sortir du monde intérieur, franchissant la ceinture glacée, pour se disperser à la surface extérieure, d'abord en Asie, en Europe, en Amérique du Nord, puis en Afrique, en Australie, et enfin en Amérique du Sud. Un fait demeure. À mesure que l'on s'approche de l'équateur, la stature moyenne de l'homme diminue. Seuls les Patagons, en Amérique du Sud, que l'on appelle la race des géants, seraient issus de l'intérieur de la Terre, sortis par l'ouverture désignée comme le pôle Sud. Une citation éclaire cette hypothèse. Il s'ensuit que l'homme, issu d'une région originelle encore indéterminée, mais que de nombreux indices placent dans le nord, s'est répandu en plusieurs directions. Ces migrations ont toujours suivi un mouvement du nord vers le sud. Marquis G. De Saporta, Revue scientifique, octobre 1883, page 753. Olaf Jansen affirme que le monde fut conçu, à l'origine, pour être habité à l'intérieur, et que cette terre intérieure demeure depuis toujours le lieu de résidence des élus. Ceux qui furent chassés du jardin d'Éden emportèrent avec eux leurs traditions. L'histoire des peuples de l'intérieur contient un récit rappelant celui de Noé et de son arche. Un homme partit un jour, tel un nouveau Christophe Colomb, depuis un port lointain, vers une contrée inconnue au nord, emportant avec lui toutes sortes d'animaux des champs et d'oiseaux. Mais jamais plus on eut de ces nouvelles. Sur les côtes septentrionales de l'Alaska, et plus encore sur celles de la Sibérie, on découvre des champs d'ossements, où s'entassent des défenses d'ivoire en telle abondance qu'on les croirait issus d'un cimetière oublié de l'Antiquité. Selon Olaf Jansen, ces restes proviennent des innombrables animaux qui peuplent les forêts et rivières du monde intérieur. Leurs cadavres, entraînés par les courants ou pris dans les glaces, dérivent vers la côte sibérienne et s'y échouent depuis des âges, formant des amoncellements comparables à des bois flottés. À ce sujet, William F. Warren écrit dans les pages 297-298 de son livre « Les roches de l'Arctique témoignent d'une Atlantide perdue, plus merveilleuse encore que celle de Platon. Les gisements d'ivoire fossiles de Sibérie surpassent tout ce que l'on connaît ailleurs. Depuis l'époque de Pline, ils sont constamment exploités, et pourtant, ils demeurent la principale source d'approvisionnement mondial. Les restes de mammouths y sont si nombreux que, comme le dit Gratakap, les îles du nord sibérien semblent faites d'un entassement d'ossements. Un autre scientifique, parlant des îles de Nouvelle-Sibérie, au nord du fleuve Lena, écrit « On y extrait chaque année de grandes quantités d'ivoire. Certaines îles semblent n'être que des accumulations de bois flottés et de corps de mammouths et autres bêtes antédiluviennes, pris dans la glace. On estime qu'environ 20 000 mammouths y ont déjà été déterrés depuis la conquête russe de la Sibérie. Et maintenant que le récit commence. Car voici l'histoire d'Olaf Jansen. Je la livre dans le détail, tel qu'il l'a lui-même rédigé dans ses manuscrits. J'y ai intégré, comme il l'avait fait lui-même, certaines citations tirées des ouvrages récents sur l'exploration arctique. Preuve de la rigueur avec laquelle ce disciple d'Odin et de Thor comparait ses propres expériences à celles des autres navigateurs de l'extrême nord. Deuxième partie. Le récit d'Olaf Jansen. Je m'appelle Olaf Jansen. Je suis norvégien, bien que je sois né dans la petite ville russe maritime du Leaborg, sur la côte orientale du golfe de Botnie, l'extrémité nord de la mer Baltique. Mes parents se trouvaient en croisière de pêche dans ce golfe lorsqu'ils firent escale à Uleaborg,
où je vins au monde le 27 octobre 1811. Mon père, Jens Jansen, était originaire de Rodvig, sur la côte scandinave, près des îles Lofoten. Mais après son mariage, il s'était installé à Stockholm, car la famille de ma mère y résidait. Dès l'âge de 7 ans, je commençais à accompagner mon père dans ses expéditions de pêche le long du littoral scandinave. Très tôt, je montrais des dispositions pour les études, si bien qu'à 9 ans, on m'envoya dans une école privée de Stockholm, où je restais jusqu'à mes 14 ans. Après cela, je participais régulièrement à toutes les campagnes de pêche de mon père. Celui-ci mesurait plus d'1,90 m et pesait près de 100 kilos, un véritable Norvégien, robuste parmi les robustes, doté d'une endurance que je n'ai jamais retrouvée chez aucun autre homme. Il possédait la délicatesse d'une femme dans les moindres attentions, mais sa volonté et sa détermination dépassaient toute description. Il ne concevait pas l'échec. J'avais 19 ans lorsque nous partîmes pour ce qui allait être notre dernière campagne de pêche, celle qui devait engendrer le récit étrange que je m'apprête à livrer au monde, mais seulement une fois mon pèlerinage terrestre achevé. Je n'ose permettre que les faits tels que je les connais soient publiés de mon vivant, de peur de subir de nouvelles humiliations, détentions et souffrances. Car, en vérité, j'ai été mis au fer par le capitaine du baleinier qui me recueillit, et cela pour le seul crime d'avoir dit la vérité au sujet des découvertes merveilleuses faites par mon père et moi-même. Mais ce n'était là que le début de mes tourments. Après une absence de 4 ans et 8 mois, je regagnai Stockholm pour découvrir que ma mère était décédée l'année précédente et que les biens de mes parents étaient de passer à la famille maternelle, mais celle-ci me les restitua immédiatement. Tout aurait pu rentrer dans l'ordre si j'avais pu effacer de ma mémoire le récit de notre aventure et surtout la mort terrible de mon père. Un jour pourtant, je racontai toute l'histoire en détail à mon oncle, Gustaf Osterlind, un homme fort aisé, et je le suppliai d'organiser une expédition pour retourner dans cette terre étrange. Il sembla d'abord favorable à mon projet. Il parut intéressé et m'invita à exposer mon récit devant certains officiels, tout comme je l'avais fait avec lui. Imaginez ma déception et mon horreur, lorsque, à la fin de mon exposé, certains papiers furent signés par mon oncle, et sans aucun avertissement, je fus arrêté et conduit à toute hâte dans un asile de fous, où je demeurai pendant 28 longues années, 28 années pénibles, effroyables, de souffrance. Je n'ai jamais cessé de clamer ma santé mentale, ni de protester contre l'injustice de mon enfermement. Finalement, le 17 octobre 1862, je fus libéré. Mon oncle était mort, et les amis de ma jeunesse étaient devenus des étrangers. Car un homme de plus de 50 ans, dont le seul passé connu est celui d'un fou, n'a plus d'amis. Je ne savais que faire pour subsister. Instinctivement, je me dirigeais vers le port, où mouillaient de nombreux bateaux de pêche. En moins d'une semaine, je m'étais engagé auprès d'un pêcheur nommé Jan Hansen, qui partait pour une longue campagne vers les îles Lofoten. C'est là que mes années de formation me furent d'un grand secours, me permettant de me rendre utile dès le départ. Ce ne fut que le début d'une longue série d'expéditions. Grâce à une vie frugale et une économie rigoureuse, je pus, après quelques années, acquérir mon propre brick de pêche. Pendant les 27 années suivantes, je vécus de la mer, 5 années au service d'autrui et les 22 suivantes à mon propre compte. Durant toutes ces années, je fus à la fois un travailleur acharné et un lecteur assidu. Mais jamais, au grand jamais, je ne fis mention à quiconque du récit des découvertes faites avec mon père. Et même aujourd'hui, j'éprouve encore de la crainte à l'idée que l'on puisse voir ce que j'écris, ou découvrir les cartes et documents en ma possession. Lorsque mes jours s'achèveront, je laisserai derrière moi ces cartes et ces notes, dans l'espoir qu'elles éclairent l'humanité et qu'elles lui soient profitables. Le souvenir de ma longue captivité parmi les fous et les souffrances qui s'y rattachent est encore trop vif pour que je prenne à nouveau le moindre risque. En 1889, je vendis mes bateaux et découvris que j'avais amassé une petite fortune suffisante pour assurer le reste de mes jours. Je partis alors pour l'Amérique. Pendant une douzaine d'années, je vécus dans l'Illinois,
près de Batavia, où je rassemblais la majeure partie des ouvrages de ma bibliothèque actuelle, bien que j'ai également rapporté de nombreux volumes précieux de Stockholm. Plus tard, je m'établis à Los Angeles, où j'arrivai le 4 mars 1901. Je m'en souviens bien. C'était le jour de l'investiture du président McKinley pour son second mandat. J'achetai cette modeste demeure et décidai qu'ici, dans l'intimité de mon foyer, à l'ombre de ma vigne et de mon figuier, entouré de mes livres, je tracerais les cartes et dessins des nouvelles terres que nous avions découvertes. Et j'écrirais, dans le détail, le récit de notre aventure, depuis notre départ de Stockholm jusqu'au drame qui m'arracha à mon père dans l'océan Antarctique. Je me souviens parfaitement que nous quittâmes Stockholm le 3 avril 1829, à bord de notre petite goélette de pêche mettant le cap au sud. Nous laissâmes l'île de Gotland à bâbord et l'île de Land à tribord. Quelques jours plus tard, nous doublâmes avec succès le cap Sandamar, puis franchîmes le détroit qui sépare le Danemark de la côte scandinave. En temps voulu, nous fîmes escale à Kristiansand, où nous restâmes 2 jours, avant de reprendre la mer vers l'ouest, longeant la côte scandinave en direction des îles Lofoten. Mon père était de très bonne humeur, réjoui des excellents revenus qu'il avait obtenus lors de notre dernière pêche, dont il avait écoulé le produit à Stockholm, au lieu de le vendre dans l'un des ports scandinaves comme à l'accoutumée. Il était particulièrement satisfait de la vente de quelques défenses d'ivoire qu'il avait trouvées l'année précédente sur la côte ouest de la terre François-Joseph lors d'une de ses croisières vers le nord. Il exprimait l'espoir qu'en cette saison encore, nous pourrions charger notre petite goélette de pêche non de morue, de harengs, de maquereaux ou de saumon, mais d'ivoire. Nous fîmes escale à Hammerfest, par 71°40 de latitude nord, pour quelques jours de repos. Nous y restâmes une semaine entière, le temps d'embarquer un surplus de provisions et plusieurs fûts d'eau potable, puis nous levâmes l'ancre en direction de Spitzberg. Durant les premiers jours, la mer était libre et le vent favorable. Mais bientôt, nous rencontrâmes d'importants bancs de glace et de nombreux icebergs. Un navire plus grand que notre petite goélette n'aurait jamais pu se faufiler dans ce labyrinthe glacé, ni passer à travers les chenaux étroits, à peine ouverts. Ces gigantesques blocs présentaient une succession sans fin de palais de cristal, de cathédrales de glace et de chaînes de montagnes fantasmagoriques, dressés comme des sentinelles muettes, aussi immobiles que les falaises de pierre, silencieux comme des sphinx défiant les vagues tourmentées de cette mer inquiète. Après de nombreuses manœuvres périlleuses, nous atteignîmes Spitzberg le 23 juin et jetâmes l'ancre dans la baie de Wijade pour un bref séjour, durant lequel nous réalisâmes une bonne pêche. Ensuite, nous repartîmes, traversâmes le détroit de Hinlopen et longeâmes les côtes de North East Land. Un vent soutenu se leva du sud-ouest. Mon père déclara qu'il fallait en profiter pour tenter d'atteindre la terre François-Joseph, la même où, l'année précédente, il avait par hasard découvert les défenses d'ivoire qui lui avaient rapporté un si bon prix à Stockholm. Jamais, ni avant ni après, je n'ai vu autant d'oiseaux marins. Ils étaient si nombreux qu'ils recouvraient littéralement les rochers du littoral et obscurcissaient même le ciel. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes le long des côtes rocailleuses de la terre François-Joseph. Enfin, un vent favorable nous permit de gagner la côte ouest. Après 24 heures de navigation, nous découvrîmes une crique magnifique. Il était difficile de croire que nous étions dans le Grand Nord. Le lieu, verdoyant, regorgeait de végétation en croissance. Bien que la superficie ne dépassât guère 1 ou 2 arpents, l'air y était chaud et calme. Il semblait que nous étions là où l'influence du Gulf Stream se faisait sentir avec le plus de netteté. Sur la côte orientale, de nombreux icebergs flottaient encore, mais là où nous nous trouvions, les eaux étaient libres. Bien plus à l'ouest, des bancs de glace dérivaient, et au-delà encore, ces masses compactes prenaient l'apparence de collines basses. Devant nous, droit vers le nord, s'étendait une mer ouverte. Mon père était un fervent adorateur d'Odin et de Thor, et il m'avait souvent conté que ces dieux étaient nos venus d'au-delà du vent du nord. Selon une vieille tradition, m'expliqua-t-il, il existerait encore plus au nord, une terre plus belle que toute autre jamais foulée par l'homme, une terre habitée par les élus.
Mon imagination juvénile fut enflammée par la ferveur, le zèle et l'ardeur quasi religieuse de mon bon père, si bien que je m'écriais « Pourquoi ne pas voguer vers cette terre bénie? Le ciel est clair, le vent favorable, et la mer est ouverte. » Je vois encore, à cette minute, l'expression de surprise joyeuse sur son visage lorsqu'il se tourna vers moi et me demanda « Mon fils, es-tu prêt à m'accompagner dans cette exploration? À aller bien au-delà de là où aucun homme ne s'est jamais aventuré ?» Je répondis par l'affirmative. « Très bien, dit-il, que le dieu Odin nous protège. » Et, ajustant promptement les voiles, il jeta un œil à notre boussole, orienta la proue en direction du nord véritable, dans un chenal libre, et notre grande traversée débuta. Le soleil, encore bas sur l'horizon, annonçait le début de l'été. Il nous restait près de 4 mois de jours continus avant que ne tombe la nuit glaciale de l'hiver polaire. Notre petite goélette sembla bondir en avant, comme si elle partageait notre ardeur pour l'aventure. En moins de 36 heures, nous avions perdu de vue le point le plus élevé de la côte de la terre François-Joseph. Nous paraissions pris dans un fort courant, nous entraînant vers le nord-nord-est. Tout autour, à droite comme à gauche, dérivaient des icebergs, mais notre embarcation filait droit dans les passages étroits, franchissant chenot après chenot, jusqu'à atteindre une mer libre. Ces passages étaient parfois si resserrés que, si notre goélette avait été plus grande, jamais nous n'aurions pu les traverser. Au 3e jour, nous atteignîmes une île dont les rivages étaient baignés par une mer ouverte. Mon père décida d'y accoster et d'y explorer les environs pour une journée. Ce nouveau territoire était dépourvu d'arbres, mais nous découvrîmes sur sa côte nord une vaste accumulation de bois flottés. Certains troncs mesuraient plus de 12 mètres de long pour 60 centimètres de diamètre. Après une journée à explorer les côtes de cette île étrange, nous levâmes l'ancre et tournâmes à nouveau la proue vers le nord, dans une mer libre et calme. Je me souviens que ni mon père ni moi n'avions rien mangé depuis près de 30 heures. Sans doute cela tenait-il à l'intensité de notre excitation, à cette tension nerveuse propre au grand mystère. Mon père observait que notre esprit, en perpétuelle activité, avait étouffé les besoins physiques. Mais au lieu du froid intense que nous avions redouté, nous fûmes surpris de constater que l'air était plus doux et agréable que lors de notre escale à Hammerfest, sur la côte nord de la Norvège, environ 6 semaines auparavant. Nous reconnaissions tous deux notre faim grandissante, et je m'empressai de préparer un bon repas, puisé dans nos riches provisions. Après avoir mangé de bon appétit, je dis à mon père que je pensais dormir un peu, car la somnolence me gagnait. « Très bien, » répondit-il, « je monterai la garde. » Je n'ai aucun moyen de dire combien de temps je dormis. Tout ce que je sais, c'est que je fus brusquement réveillé par une terrible secousse qui agitait notre embarcation. À ma grande surprise, je découvris que mon père, lui aussi, s'était assoupi. Je criai de toutes mes forces pour l'alerter, et il se redressa d'un bond. S'il n'avait pas saisi aussitôt la rambarde, il aurait été précipité par-dessus bord, dans les flots déchaînés. Une violente tempête de neige faisait rage. Le vent soufflait en rafales dans notre dos, projetant notre goélette à une vitesse vertigineuse, au point de menacer à tout instant de nous faire chavirer. Il n'y avait pas une seconde à perdre. Il fallait affaler les voiles sans délai. Notre embarcation se tordait de douleur, secouée comme un animal blessé. Nous savions que des icebergs flottaient de part et d'autre de notre trajectoire, mais, par bonheur, le chenal était libre droit devant nous, vers le nord. Mais cela allait-il durer? À l'horizon, s'étendant de gauche à droite, se dressait une brume étrange, un brouillard vaporeux, noir comme la nuit égyptienne à la surface de l'eau, et blanc comme un nuage de vapeur en hauteur, se fondant peu à peu dans les grands flocons de neige tombant en tourbillons. Était-ce le signe d'un iceberg traître caché là, ou d'un autre obstacle mortel que notre sloop percuterait pour nous précipiter vers une tombe aquatique? Ou bien n'était-ce qu'un phénomène de brouillard arctique? Rien ne permettait de le déterminer. Par quel miracle nous avons échappé à une destruction certaine? Je ne saurais le dire. Je me souviens que notre petite goélette gémissait, craquait, comme si ses jointures se rompaient sous la pression.
Elle tanguait, roulait, secouée comme par quelque courant violent, une sorte de maelstrom ou de tourbillon infernal. Heureusement, notre boussole avait été solidement fixée à une traverse à l'aide de longues vis. Mais la plupart de nos provisions furent projetées à la mer, balayées du pont de la cabine. Et sans la précaution que nous avions prise dès le départ de nous attacher fermement au mât, nous aurions été emportés à notre tour, livrés aux flots en furie. Au-dessus du vacarme assourdissant des vagues en furie, j'entendis la voix de mon père. « Sois courageux, mon fils !» cria-t-il. « Odin est le dieu des eaux, le compagnon des braves, et il est avec nous. N'aie pas peur. » Mais pour moi, il n'y avait aucune chance de salut. La goélette prenait l'eau, la neige tombait si drue qu'elle aveuglait, et les vagues se jetaient avec une rage folle sur nos flancs, projetant des gerbes d'écume blanche sur le pont. À tout moment, nous pouvions être brisés contre un bloc de glace dérivant. Les lames énormes nous soulevaient jusqu'au sommet d'immenses vagues, puis nous projetaient dans les abîmes des creux marins, comme si notre embarcation n'était qu'une coquille vide, fragile et dérisoire. Des vagues gigantesques, aux crêtes d'un blanc éclatant, nous enfermaient comme des murs, devant et derrière. Ce supplice insoutenable, cette épreuve nerveuse, pleine d'angoisse sans nom, dura plus de 3 heures, pendant lesquelles nous étions propulsés à une vitesse vertigineuse. Puis, soudain, comme lassé de ses propres fureurs, le vent commença à faiblir, diminuant peu à peu, jusqu'à s'éteindre complètement. Nous nous retrouvâmes dans un calme absolu. La brume s'était dissipée. Devant nous s'ouvrait un chenal libre de glace, large de 10 à 15 milles, avec quelques icebergs dispersés, loin sur notre droite, et un archipel intermittent de plus petits sur notre gauche. Je gardais le silence, observant attentivement mon père, déterminé à ne pas parler avant lui. Finalement, il défit la corde qui le ceinturait, puis, sans un mot, se mit à manier la pompe de cale, qui, heureusement, était intacte. Il vida ainsi la soute de l'eau que notre barque avait embarquée en pleine tempête. Puis, d'un geste calme, comme s'il jetait un filet de pêche, il hissa les voiles, déclarant que nous étions prêts à recevoir le prochain vent favorable. Son courage et sa constance étaient d'une noblesse remarquable. En inspectant notre situation, nous constatâmes qu'il ne nous restait guère plus du tiers de nos provisions. Et, comble de désespoir, nous découvrîmes que nos barils d'eau potable avaient été emportés par les soubresauts violents de la tempête. 2 de nos fûts se trouvaient encore dans la cale principale, mais ils étaient vides. Nous avions suffisamment de nourriture, mais pas une goutte d'eau douce. Je compris aussitôt l'ampleur de notre détresse. Rapidement, une soif brûlante me saisit. « C'est une mauvaise situation, en effet, » dit mon père. « Mais séchons nos vêtements trempés, car nous sommes mouillés jusqu'aux os. Fais confiance au dieu Odin, mon fils. Ne perds pas espoir. » Le soleil, incliné, dardait ses rayons obliques, comme si nous nous trouvions sous une latitude méridionale, et non dans les confins du nord. Il semblait tourner autour de nous, son orbite visible en permanence, s'élevant un peu plus chaque jour. Souvent voilé par des nuées, il perçait toujours à travers le dentelé des nuages, tel un œil méfiant du destin, veillant jalousement sur le nord mystérieux et observant les jeux téméraires des hommes. Très loin, sur notre droite, les rayons frappaient les prismes des icebergs, qui renvoyaient une lumière d'une splendeur saisissante. Des éclats de grenats, de diamants, de saphirs, une fantasmagorie de couleurs et de formes, comme un feu d'artifice silencieux. En dessous, la mer se teignait de reflets verts émeraude, tandis qu'au-dessus, le ciel virait au violet profond. 3e partie. Au-delà du vent du nord. Pour tenter d'oublier ma soif, je m'occupais à remonter de la cale un peu de nourriture et un récipient vide. Me penchant par-dessus le bastingage, je remplis le récipient avec de l'eau de mer, dans l'intention de me laver le visage et les mains. Mais, à ma stupéfaction, dès que l'eau effleura mes lèvres, je n'y perçus aucun goût salé. Je restais figé, abasourdi par cette découverte. « Père !» m'écriai-je, haletant. « L'eau est douce !»« Quoi, Olaf ?» répondit-il, jetant autour de lui un regard rapide. « Tu dois te tromper.
Il n'y a pas de terre en vue. Tu deviens fou. Mais goûte là, insistai-je. Et c'est ainsi que nous fîmes cette découverte incroyable. L'eau était douce, absolument pure, sans la moindre trace de sel, sans aucun soupçon de salinité. Sans perdre un instant, nous remplîmes nos 2 derniers fûts. Mon père déclara alors qu'il s'agissait là d'une grâce divine, d'une bénédiction des dieux Odin et Thor. Nous étions fous de joie. Mais notre faim, désormais déliée de la soif, nous pressait de mettre fin à notre long jeûne forcé. Maintenant que nous avions trouvé de l'eau douce en pleine mer, que pouvions-nous espérer encore dans cette latitude étrange, où aucun navire n'avait jamais vogué, où jamais un coup de rame ne s'était fait entendre? À peine avions-nous calmé notre faim, qu'une brise légère se leva et gonfla nos voiles inertes. Jetant un coup d'œil à la boussole, nous vîmes que l'aiguille nord était plaquée contre le verre, comme figée. Face à mon étonnement, mon père dit « J'en ai entendu parler. C'est ce qu'on appelle la chute de l'aiguille. » Nous desserrâmes l'instrument et le tournâmes perpendiculairement à la surface de la mer, afin que l'aiguille puisse se détacher du verre et se réaligner selon son attraction naturelle. Elle frémissait, tremblante, instable comme un homme ivre, mais finit par se fixer sur un cap. Jusqu'alors, nous avions cru que le vent nous portait vers le nord-nord-ouest, mais une fois la boussole libérée, nous découvrîmes, si toutefois elle restait fiable, que nous voguions plutôt au nord-nord-est. Quoi qu'il en soit, notre cap tendait toujours vers le nord. La mer était d'une quiétude parfaite, à peine ridée de faibles ondulations. Le vent, vif et vivifiant, nous portait sans heurts. Les rayons du soleil, obliques, diffusaient une chaleur douce et constante. Ainsi, les jours passèrent. Et selon notre journal de bord, 11 jours s'étaient écoulés depuis la tempête, depuis notre entrée dans cette mer libre. Grâce à une gestion rigoureuse, nos provisions tenaient encore bon, mais commençaient à baisser dangereusement. Entre-temps, l'un de nos fûts d'eau était désormais vide. Mon père déclara « Nous allons le remplir de nouveau. » Mais quelle ne fut pas notre déception lorsque nous découvrîmes que l'eau était redevenue salée, aussi saumâtre que celle des environs des îles Lofoten, au large de la Norvège. Cela nous força à être extrêmement précautionneux avec le dernier baril restant. Je me surpris à avoir envie de dormir presque en permanence. Était-ce l'effet du surmenage nerveux de notre traversée dans les eaux inconnues, ou le contre-coup de la tension terrible vécue durant la tempête? Peut-être la fatigue liée au rationnement alimentaire? Je l'ignorais. Souvent, je m'allongeais sur la couchette de notre petite goélette, les yeux tournés vers la voûte céleste. Et, bien que le soleil brillât encore à l'est, je distinguais toujours une étoile unique, juste au-dessus de nos têtes. Plusieurs jours durant, chaque fois que je levais les yeux, elle était là, immobile, à la verticale, comme un phare silencieux planté dans le ciel. Selon nos calculs, nous étions alors aux alentours du 1er août. Le soleil se tenait haut dans le ciel, éclatant à tel point que je ne distinguais plus l'unique étoile qui, quelques jours auparavant, captivait mon regard. Un jour, vers cette époque, mon père me tira soudain de mes pensées en m'appelant à observer une chose étrange, loin devant nous, presque à l'horizon. « C'est un faux soleil !» s'écria-t-il. J'ai lu là-dessus, on parle de mirage ou de réflexion lumineuse. Cela va vite disparaître. Mais ce faux soleil rougeâtre et terne, tel que nous le supposions, ne disparut pas. Il resta plusieurs heures visible, et bien que nous n'eussions pas conscience qu'il émettait la moindre chaleur, il n'y eut pas un seul instant, par la suite, où nous ne pûmes balayer l'horizon devant nous sans repérer l'éclat de ce prétendu faux soleil, 12 heures sur 24 au moins. Parfois, des nuages et des brumes tentaient de dissimuler sa position, sans jamais y parvenir complètement. Peu à peu, il semblait s'élever dans l'horizon flou et pourpre du ciel à mesure que nous avancions. On ne pouvait guère dire qu'il ressemblait à notre soleil, sauf par sa forme circulaire. Et lorsqu'il n'était pas voilé par les nuées ou les brumes marines, il apparaissait comme une sphère rougeâtre, légèrement cuivrée, changeant parfois en une lumière blanche et diffuse, semblable à un nuage lumineux,
comme le reflet d'une source plus intense encore, cachée au-delà. Finalement, au fil de nos échanges, nous convînmes que ce soleil couleur de fournaise enfumée, quel qu'en fût le mystère, n'était pas un reflet de notre astre, mais bien un astre réel, une planète peut-être, une réalité physique, une source de lumière indépendante. Quelques jours après cette constatation, je me sentis pris d'une grande torpeur et je tombai dans un sommeil profond. Il me sembla à peine m'être assoupi que déjà mon père me secouait vigoureusement par l'épaule, m'appelant « Olaf, réveille-toi, il y a terre en vue !» Je bondis sur mes pieds, et, ô joie inexprimable, là-bas, très loin, mais droit devant nous, des terres s'avançaient hardiment dans la mer. La ligne de côte s'étendait à perte de vue vers la droite, et le long de la plage sablonneuse, les vagues roulaient dans une écume hachée, se retirant, puis revenant, chantant sans fin leurs psaumes grondants venus des profondeurs. Les berges étaient couvertes d'arbres et de végétation luxuriante. Je ne saurais exprimer la félicité que cette vision éveilla en moi. Mon père, debout, immobile, la main sur la barre, regardait droit devant lui, versant en silence une prière de gratitude aux dieux Odin et Thor. Entre-temps, nous avions découvert dans les réserves un vieux filet de pêche que nous lançâmes, et nous capturâmes quelques poissons, qui vinrent renforcer utilement nos provisions, déjà bien réduites. La boussole, que nous avions remise à sa place de peur d'un nouveau coup de vent, pointait toujours plein nord, tournant librement sur son pivot, exactement comme à Stockholm. Le phénomène de chute de l'aiguille avait cessé. Qu'est-ce que cela signifiait? Nous étions depuis longtemps passés au-delà du pôle Nord, selon toute estimation. Et pourtant, l'aiguille indiquait toujours le Nord. Cette contradiction nous plongeait dans une grande perplexité, car il semblait désormais certain que nous naviguions vers le sud. Nous longeâmes la côte pendant 3 jours, puis nous parvînmes à l'embouchure d'un fjord, ou plutôt d'un fleuve d'une ampleur gigantesque. Cela ressemblait davantage à une immense baie. Nous engageâmes notre modeste embarcation dans ces eaux, dont la direction était légèrement au nord-est du sud. Grâce à un vent capricieux, qui ne soufflait que 12 heures sur 24, mais qui nous était suffisamment favorable, nous continuâmes à remonter à l'intérieur des terres, pénétrant peu à peu dans ce qui se révéla être un fleuve colossal. Un fleuve que les habitants, apprendrions-nous plus tard, appelaient Hiddekel. Nous poursuivîmes notre voyage encore 10 jours durant, et nous eûmes la chance d'atteindre enfin une zone suffisamment loin de l'embouchure, là où les marées océaniques ne perturbèrent plus le fleuve, et où l'eau était devenue douce. Cette découverte arrivait à point nommé, car notre dernier baril d'eau était presque entièrement vide. Nous nous hâtâmes de remplir nos réserves, puis poursuivîmes notre ascension du fleuve, quand le vent nous était favorable. Tout au long des rives, d'immenses forêts s'étendaient sur des kilomètres, bordant la ligne côtière. Les arbres étaient d'une taille colossale. Nous jetâmes l'ancre près d'une plage de sable et, après avoir débarqué à gué, nous eûmes la surprise de trouver en abondance des noix comestibles, délicieuses au goût, qui calmèrent notre faim et constituèrent une bienvenue alternative à la monotonie de nos provisions. Nous étions aux environs du 1er septembre, ce qui faisait plus de 5 mois, selon nos calculs, depuis notre départ de Stockholm. Soudain, nous fûmes saisis d'effroi. Au loin, des voix humaines s'élevaient. Un chant, porté par la brise, nous parvenait avec une clarté presque irréelle. Peu après, nous vîmes un gigantesque navire descendre le fleuve, droit dans notre direction. Les passagers chantaient à pleine voix, dans un chœur immense, et leur hymne, répercuté d'une rive à l'autre, résonnait comme 1000 voix réunies, emplissant l'univers d'une mélodie vibrante, émouvante jusqu'au tréfonds de l'âme. L'accompagnement, joué sur des instruments à cordes semblables à nos harpes, ajoutait encore à cette majesté sonore. C'était un navire plus grand que tout ce que nous avions jamais vu, et sa construction était d'un genre tout à fait inconnu. À ce moment précis, notre goélette était immobile, faute de vent, non loin de la rive. Celle-ci s'élevait sur plusieurs centaines de pieds, recouverte de forêts de géants, majestueuses et profondes,
comme les lisières d'une forêt primordiale, s'étendant à perte de vue dans l'intérieur des terres. Le navire gigantesque s'immobilisa à son tour, et aussitôt, une chaloupe fut mise à l'eau. 6 hommes de stature gigantesque ramèrent jusqu'à notre petite embarcation. Ils s'adressèrent à nous dans une langue étrange que nous ne comprenions pas, mais leurs gestes étaient bienveillants. Ils échangèrent longuement entre eux, et l'un d'eux se mit à rire de bon cœur, comme si notre présence était une trouvaille aussi curieuse qu'inattendue. L'un d'eux remarqua notre boussole, et l'objet sembla éveiller chez eux un intérêt particulier, plus grand que pour tout le reste de notre sloop. Finalement, le chef du groupe nous fit signe, comme pour nous demander si nous acceptions de les suivre à bord de leur grand navire. « Qu'en dis-tu, mon fils ?» me demanda mon père. « Ils ne peuvent rien faire de pire que nous tuer. »« Ils semblent pacifiques, » répondis-je. « Mais quel géant redoutable! On croirait voir la garde d'élite d'un royaume fabuleux. Regarde un peu leur taille. »« Mieux vaut y aller de plein gré que d'être pris de force, » conclut mon père en souriant. De toute façon, ils n'auraient aucun mal à nous capturer. Sur ce, il leur fit comprendre, par geste, que nous acceptions de les suivre. En quelques minutes, nous étions à bord du navire. Une demi-heure plus tard, notre petite goélette de pêche fut hissée hors de l'eau, entièrement, à l'aide d'un étrange système de crochets et de palans, et déposée à bord, comme un objet de curiosité. Il y avait à bord plusieurs centaines de personnes, une foule pour nous gigantesque, et nous apprîmes que ce navire s'appelait le Naz, ce qui signifiait, selon ce que nous devions découvrir plus tard, plaisir, ou plus précisément, navire d'excursion joyeuse. Si mon père et moi étions observés avec étonnement par les passagers du Naz, il faut dire que ce peuple étrange de géants nous stupéfiait autant en retour. Pas un seul homme à bord ne mesurait moins de 12 pieds, soit près de 3,60 m. Tous arboraient une barbe fournie, non longue, mais taillée court avec soin. Ils avaient des visages doux et magnifiques, à la peau très claire, mais teintée de rougeur saine, comme celle de l'aurore. Leur chevelure et leur barbe variaient, noire chez certains, rousse ou blonde chez d'autres. Le capitaine, du moins, celui que nous identifiâmes comme le commandant du grand vaisseau, dépassait d'une tête tous les autres. Quant aux femmes, elles mesuraient en moyenne entre 10 et 11 pieds de haut, soit environ 3 mètres à 3,30 m. Leurs traits étaient particulièrement réguliers et délicats, leur teint d'une extrême finesse, rehaussé d'un éclat de santé des plus rayonnants. Hommes et femmes semblaient doués de cette aisance naturelle, ce raffinement d'attitude que nous considérons comme le signe infaillible d'une éducation noble. Et bien que leur stature fût gigantesque, rien en eux n'évoquait la gaucherie. J'étais alors un jeune homme de 19 ans, et je fus sans doute perçu comme un véritable Tom-Pouce. Quant à mon père, avec ses 6 pieds 3 pouces, environ 1,90 m, le sommet de sa tête n'atteignait pas la taille de ces êtres hors normes. Chacun semblait rivaliser de courtoisie et de bienveillance à notre égard, et je me souviens encore des rires chaleureux qu'ils laissèrent échapper lorsqu'ils durent improviser des chaises adaptées à notre taille pour nous permettre de nous asseoir à table. Ils étaient richement vêtus, dans un style qui leur était propre, particulier et attrayant. Les hommes portaient de somptueuses tuniques de soie et de satin, finement brodées, ajustées à la taille par une ceinture. Ils étaient là vêtus de culottes courtes et de bas tissés d'un textile fin, et leurs pieds chaussés de sandales ornées de boucles d'or. Nous découvrîmes rapidement que l'or, loin d'être un métal rare, était ici abondant et très utilisé dans les décors. Aussi étrange que cela puisse paraître, ni mon père ni moi n'éprouvions la moindre inquiétude pour notre sécurité. « Nous sommes revenus parmi les nôtres, » me dit mon père. « C'est l'accomplissement de la tradition que me racontait, dit mon père, et le père de mon père, et bien d'autres générations avant eux. C'est ici, sans nul doute, la terre au-delà du vent du Nord. » Nous semblions avoir marqué les esprits à tel point que l'on nous confia tout spécialement aux soins d'un homme nommé Jules Galdéa et de son épouse, dans le but de nous enseigner leur langue. De notre côté, nous étions tout aussi désireux d'apprendre qu'ils l'étaient, de nous instruire. À l'ordre du capitaine, le navire fit demi-tour avec une habileté remarquable
et remonta le fleuve. La machinerie, bien que silencieuse, se révélait d'une puissance considérable. Les rives boisées semblaient fuir à toute allure. Par moments, la vitesse du vaisseau dépassait celle de n'importe quel train que j'ai pris depuis, même en Amérique. C'était tout simplement merveilleux. Entre-temps, nous avions perdu de vue les rayons directs du soleil, mais nous découvrîmes une source de lumière intérieure. Elle émanait de ce soleil rougeâtre, terne, qui avait déjà retenu notre attention. À présent, il diffusait une lueur blanche, semblable à celle d'un nuage lumineux, suspendu loin devant nous. Cette clarté égalait, à mon avis, celle de 2 pleines lunes réunies, lors des nuits les plus claires. Pendant 12 heures, ce nuage lumineux était visible, avant de disparaître comme éclipsé. Les 12 heures suivantes correspondaient alors à leur période nocturne. Nous apprîmes rapidement que ce peuple étrange vénérait cette grande nuée blanche. C'était pour eux le dieu fumé, de Smoky God, du monde intérieur. Le navire était muni d'un système d'éclairage artificiel, que je suppose aujourd'hui être électrique, bien que ni mon père ni moi n'eussions les connaissances nécessaires pour comprendre d'où venait cette énergie, ni comment elle alimentait à la fois la propulsion du vaisseau et les lumières douces et harmonieuses qui remplissaient la même fonction que nos lampadaires urbains, nos maisons ou nos commerces modernes. Il faut se souvenir que l'époque dont je parle est l'automne de l'année 1829. À cette date, nous autres, habitants de la surface extérieure, ne connaissions pratiquement rien de l'électricité. L'atmosphère chargée d'électricité était en permanence revigorante. Je n'ai jamais été en meilleure santé que durant les 2 années que mon père et moi avons passées dans le monde intérieur. Pour reprendre le fil du récit, le navire sur lequel nous nous trouvions s'arrêta 2 jours après notre embarquement. Selon les calculs de mon père, nous étions directement sous Stockholm, ou Londres. La cité où nous accostâmes s'appelait Jehu, ce qui signifiait port maritime. Les maisons étaient grandes, magnifiquement bâties, d'une grande harmonie architecturale, mais sans monotonie. L'activité principale des habitants semblait être l'agriculture, les collines couvertes de vignes, les vallées entièrement consacrées aux céréales. Je n'avais jamais vu pareille profusion d'or. Il y en avait partout. Les encadrements des portes étaient incrustés, les tables plaquées de feuilles d'or. Les coupoles des bâtiments publics en étaient recouvertes. L'or était généreusement employé, notamment dans l'ornementation des grands temples de la musique. La végétation y croissait dans une exubérance débridée, et les fruits de toutes sortes avaient une saveur exquise, d'une finesse inégalée. Des grappes de raisins longues de 4 à 5 pieds, soit plus de 1,50 m, chaque raisin gros comme une orange, et des pommes plus grandes que la tête d'un homme, illustraient la prodigieuse vitalité de toute chose sur cette face intérieure de la Terre. Les grands séquoias de Californie n'auraient été ici que des broussailles, comparés aux arbres gigantesques s'étendant à perte de vue dans toutes les directions. Le dernier jour de notre voyage fluvial, nous aperçûmes, le long des contreforts, d'immenses troupeaux de bétail paissant librement sur les collines. On nous parlait souvent d'une ville appelée Éden, mais nous fûmes maintenus à Jehu pendant 1 année entière. Au terme de ce séjour, nous parlions assez correctement la langue de ce peuple étrange. Nos instructeurs, Jules Galdéa et son épouse, firent preuve d'une patience admirable. Un jour, un envoyé du souverain d'Éden vint à notre rencontre. Durant 2 journées entières, mon père et moi fûmes interrogés en profondeur. Il voulait tout savoir, d'où nous venions, quel genre de peuple habitait l'extérieur, quel Dieu nous adorions, nos croyances religieuses, notre mode de vie et bien d'autres choses encore, une infinité de questions. Notre boussole, que nous avions apportée, suscita un intérêt particulier. Mon père et moi fîmes remarquer, non sans étonnement, qu'elle pointait toujours vers le nord, alors que nous savions désormais avoir franchi la courbure de l'ouverture terrestre et navigué loin vers le sud, sur la surface intérieure de l'écorce terrestre. D'après nos estimations, cette croûte mesurait environ 300 milles d'épaisseur, près de 500 km, entre la surface extérieure et intérieure. Rapportée à l'échelle de la Terre,
Cela en faisait une épaisseur comparable à une coquille d'œuf, si bien que la surface intérieure était presque aussi vaste que l'extérieur. Le grand nuage lumineux, ou sphère de feu rougeâtre, incandescent au matin et au soir, et durant le jour diffusant une lumière blanche sublime, ce qu'ils appellent le Dieu fumé, semblait suspendu au centre du vide intérieur de la Terre, maintenu en place par une loi immuable de gravitation, ou peut-être par une force atmosphérique répulsive, agissant également dans toutes les directions. La base de cette source lumineuse, ce trône des dieux, était obscure et non transparente, hormis une multitude d'ouvertures minuscules, comme des perforations à la base de l'autel, où repose le Dieu fumé. Par ces interstices filtrait la lumière, créant la nuit venue une constellation d'étoiles brillantes, tout aussi naturelle que celle que nous contemplions depuis Stockholm, sauf qu'elle nous semblait plus grande. Le Dieu fumé, avec la rotation quotidienne de la Terre, se lève à l'est et se couche à l'ouest, comme notre propre soleil. Pourtant, les habitants de l'intérieur croient que ce soleil intérieur ne bouge pas, qu'il s'agit du trône immobile de leur Dieu, le trône de Jéhovah. Le phénomène de l'alternance jour-nuit n'est donc que le résultat de la rotation de la Terre. Plus tard, je découvris que la langue de ce peuple intérieur ressemblait fortement au sanskrit. Après avoir donné un rapport détaillé aux émissaires du gouvernement central du continent intérieur, et après que mon père eut esquissé, à leur demande, des cartes de la surface extérieure, indiquant les continents, les océans, les grandes îles et masses d'eau, on nous conduisit par voie terrestre jusqu'à la ville d'Éden, dans un véhicule totalement inconnu de nous. Ce moyen de transport, sans doute d'origine électrique, était silencieux et circulait en équilibre parfait sur un unique rail de fer. Le voyage se fit à une vitesse vertigineuse. Nous fûmes portés à travers monts et vallées, franchissant collines et dénivelés sans qu'aucun effort visible n'ait été fait pour niveler le terrain, comme nous le faisons pour nos chemins de fer. Les sièges de la voiture étaient énormes, mais très confortables, placés haut au-dessus du plancher. Sur le toit de chaque wagon se trouvaient de grands volants d'inertie horizontaux, automatiquement réglés, dont la vitesse de rotation s'accélérait géométriquement en fonction de celle du véhicule. Jules Galdéa nous expliqua que ces roues à ailettes en rotation rapide, installées sur le toit des véhicules, avaient pour effet de neutraliser la pression atmosphérique ou ce que l'on appelle communément la gravitation. Par ce procédé, cette force devenait nulle ou inopérante, si bien que la voiture ne risquait plus de basculer d'un côté ou de l'autre en dépit de son équilibre sur un seul rail. C'était comme si elle se déplaçait dans le vide. Ces volants d'inertie, tournant à très haute vitesse, anéantissaient effectivement le pouvoir d'attraction, ou la force qui pousse tous les objets non soutenus à tomber vers le sol ou à se rapprocher du point de résistance le plus proche. L'étonnement de mon père et moi fut indescriptible lorsque, dans l'éclatante magnificence d'une immense salle, nous fûmes enfin conduits devant le grand prêtre suprême, souverain de toute cette terre. Il portait une robe somptueuse et était encore plus grand que ceux qui l'entouraient. Il mesurait 14 ou 15 pieds de haut, soit plus de 4 mètres. La salle où nous fûmes reçus semblait entièrement composée de dalles d'or massif, serties de pierreries d'un éclat éblouissant. La ville d'Éden est située dans ce qui ressemble à une vallée magnifique, mais qui se trouve en réalité sur le plus haut plateau montagneux du continent intérieur, à plusieurs milliers de pieds au-dessus des terres environnantes. C'est, de tous les lieux que j'ai visités dans ma vie, le plus beau. Dans ce jardin suspendu, toutes sortes de fruits, de vignes, d'arbustes, d'arbres et de fleurs y croissent dans une prodigieuse profusion. C'est dans ce jardin que prennent leur source les 4 grands fleuves, issus d'une puissante source artésienne. Ils se divisent et s'écoulent dans 4 directions opposées. Ce lieu est appelé par les habitants le nombril de la terre, ou le commencement, le berceau de la race humaine. Les noms des fleuves sont l'Euphrate, le Pison, le Gihon et le Hiddekel. Une surprise inattendue nous attendait dans ce palais de beauté. La découverte de notre petite goélette de pêche.
Elle avait été amenée devant le grand prêtre, en parfait état, exactement comme elle avait été sortie des eaux ce jour-là, quand le grand navire l'avait embarquée, plus d'1 an auparavant. Nous eûmes une audience de plus de 2 heures avec ce grand dignitaire, qui se montra d'une extrême bienveillance et d'une grande attention. Il se révéla curieux et passionné, posant de nombreuses questions, notamment sur des sujets que ses émissaires n'avaient pas abordés. À la fin de l'entretien, il nous demanda quelle était notre volonté. Désirions-nous rester dans son royaume ou tenter un retour vers le monde extérieur, si toutefois une telle chose était possible, tant les ceintures glacées qui entourent les ouvertures polaires sont périlleuses à franchir. Mon père répondit « Mon fils et moi serions très heureux de visiter votre pays, de découvrir vos peuples, vos collèges, vos palais de musique et d'art, vos champs vastes, vos forêts grandioses. Et, après avoir eu le privilège de vivre cela, nous aimerions tenter de regagner notre maison, à la surface extérieure de la terre. Cet enfant est mon fils unique, et ma chère épouse nous attend, sans doute impatiente et inquiète. » Le grand prêtre répondit alors « Je crains que vous ne puissiez jamais revenir, car le passage est extrêmement dangereux. Néanmoins, vous serez autorisé à parcourir nos contrées avec Jules Galdéa comme guide, et vous recevrez toutes les attentions et les honneurs. Lorsque vous vous sentirez prêt à tenter le retour, je vous garantis que votre embarcation, actuellement exposée, sera remise à l'eau à l'embouchure du fleuve Hiddekel, et que nous vous adresserons notre bénédiction. Que Jéhovah vous accompagne. » Ainsi se conclut notre unique audience avec le souverain du continent intérieur. 4e partie. Dans le monde intérieur. Nous apprîmes que les hommes ne se marient pas avant l'âge de 75 à 100 ans et que les femmes n'entrent en mariage qu'un peu plus tôt. Hommes et femmes vivent fréquemment entre 6 et 8 siècles, et dans certains cas, même bien au-delà. Au cours de l'année suivante, nous visitâmes de nombreuses villes et villages, parmi lesquels se distinguaient Niji, Delphi, Ectéa. Mon père fut sollicité au moins 6 fois pour reprendre et commenter les cartes qui avaient été établies à partir des esquisses rudimentaires qu'il avait lui-même dessinées, représentant les divisions terrestres et maritimes de la surface extérieure de la Terre. Je me souviens de l'avoir entendu dire que la race géante du pays du dieu Fumé possédait une connaissance de la géographie de notre monde extérieur presque aussi précise que celle d'un professeur d'université à Stockholm. Au fil de nos périples, nous atteignîmes une forêt d'arbres colossaux, près de la ville de Delphi. Si la Bible avait affirmé qu'il existait, dans le jardin d'Éden, des arbres de plus de 300 pieds de haut, plus de 90 mètres, et de plus de 10 mètres de diamètre, les Ingersoll, Thomas Paine ou Voltaire auraient sans doute qualifié cette assertion de mythe. Pourtant, ce sont là les dimensions approximatives des séquoias géants de Californie. Et pourtant, ces titans californiens pâlissent en comparaison des arbres du continent intérieur. Nous vîmes là des arbres atteignant 800 à 1000 pieds de hauteur, soit entre 240 et 300 mètres, et de 100 à 120 pieds de diamètre, 30 à 36 mètres, innombrables, formant des forêts immenses s'étendant sur des centaines de kilomètres depuis le rivage. Le peuple était extrêmement musicien et érudit à un degré remarquable dans les arts et les sciences, en particulier la géométrie et l'astronomie. Leur cité possédait de vastes palais de musique où parfois 25 000 voix puissantes de cette race géante s'unissaient en chœurs majestueux, exécutant des symphonies sublimes. Les enfants ne commencent leur éducation qu'à partir de l'âge de 20 ans. Leur scolarité dure 30 années, dont 10 sont consacrées, pour tous, à l'étude de la musique. Leurs occupations principales sont l'architecture, l'agriculture, l'horticulture, l'élevage de troupeaux immenses, ainsi que la conception de véhicules spécifiques à leur monde pour le transport terrestre et fluvial. Par un moyen que je ne saurais expliquer, ils parviennent à communiquer entre les points les plus éloignés de leur pays par les courants aériens. Tous les bâtiments sont conçus avec un soin extrême pour assurer leur solidité, leur durabilité, leur beauté et leur symétrie dans un style architectural d'une grande harmonie, bien plus agréable à l'œil
que tout ce que j'ai pu observer ailleurs. Environ les 3/4 de la surface intérieure de la Terre sont terrestres, et le quart restant est occupé par l'eau. On y trouve de nombreux fleuves de dimensions prodigieuses, certains coulant vers le nord, d'autres vers le sud. Certains de ces fleuves atteignent 30 000, près de 50 km, de largeur. C'est dans ces immenses cours d'eau, aux extrémités nord et sud du monde intérieur, dans des zones à basse température, que se forment les icebergs d'eau douce. Poussés vers la mer comme d'immenses langues de glace, ils naissent des crues anormales qui, 2 fois par an, balaient tout sur leur passage. Nous observâmes une infinité d'oiseaux dont la taille n'excédait pas celle des espèces rencontrées dans les forêts d'Europe ou d'Amérique. On sait qu'au cours des dernières décennies, plusieurs espèces d'oiseaux ont disparu de la surface du globe. Un auteur, dans un article récent sur le sujet, posait cette question intrigante. N'est-il pas possible que ces espèces d'oiseaux disparus aient tout simplement quitté notre habitat extérieur pour trouver asile dans le monde intérieur? Que ce soit à l'intérieur des terres, parmi les montagnes ou le long du littoral, nous observâmes une extraordinaire profusion d'oiseaux. Lorsqu'ils déployaient leurs vastes ailes, certains semblaient mesurer près de 10 mètres d'envergure. Ils étaient d'une grande diversité, arborant des couleurs multiples. On nous permit de grimper au sommet d'un rocher pour observer un nid d'œufs. Il y en avait 5, et chacun mesurait au moins 60 cm de long pour près de 40 cm de diamètre. Après environ une semaine passée dans la ville de Ectea, le professeur Galdea nous conduisit jusqu'à une anse abritée, où nous découvrîmes des milliers de tortues sur la plage de sable. J'hésite encore à mentionner la taille de ces créatures colossales. Elles mesuraient entre 8 et 9 mètres de long, de 4 à 6 mètres de large et plus de 2 mètres de haut. Lorsque l'une d'elles projetait sa tête hors de sa carapace, elle prenait l'allure d'un monstre marin cauchemardesque. Les conditions étranges du monde intérieur favorisent non seulement des prairies immenses, des forêts d'arbres titanesques et une végétation luxuriante, mais également une faune animale extraordinaire. Un jour, nous aperçûmes un troupeau immense d'éléphants. Il y en avait au moins 500, monstres tonitruants, leurs trompes balayant l'air, arrachées aux songes du Miocène. Ils déchiraient les branches des arbres géants et écrasaient les jeunes pousses comme s'il s'agissait de simples brins d'herbe. Ces créatures gigantesques mesuraient plus de 30 mètres de long et entre 25 et 28 mètres de hauteur. En les contemplant, j'eus l'impression d'être transporté à nouveau dans la bibliothèque de Stockholm, où je passais des heures à étudier les merveilles des âges géologiques disparus. J'étais muet de stupéfaction, et mon père, pétrifié d'effroi, me tenait le bras d'une poigne protectrice, comme s'il craignait qu'un danger imminent ne s'abatte sur nous. Nous étions 2 grains de poussière, perdus dans cette forêt gigantesque, heureusement inaperçus par ce troupeau immense qui s'éloignait lentement, suivant leur meneur comme un troupeau de moutons. Ils se nourrissaient de la végétation qu'ils rencontraient sur leur route et, à intervalles, faisaient trembler l'air de leurs barrissements profonds. Chaque soir, une brume vaporeuse s'élevait des terres et il pleuvait invariablement 1 fois par jour. Cette humidité constante, combinée à la lumière et à la chaleur électrique de l'atmosphère, expliquait sans doute la végétation exubérante, tandis que l'air saturé d'électricité et la stabilité climatique contribuaient à la longévité et à la croissance démesurée de toute forme de vie. Par endroits, les vallées s'étendaient à l'horizon, plates et fertiles, à perte de vue. Le dieu fumé, dans sa lumière blanche et paisible, veillait silencieusement depuis le ciel. Il y avait dans l'air une sorte d'ivresse légère, une énergie invisible qui caressait la peau comme un souffle murmuré. La nature chantait une berceuse, à peine audible, dans le frémissement des vents, dont le souffle était chargé du parfum des fleurs et des fruits en fleurs. Après avoir passé un peu plus d'1 an à visiter plusieurs des nombreuses cités du monde intérieur, et après que plus de 2 années se furent écoulées depuis notre sauvetage sur le fleuve, nous décidâmes de tenter à nouveau la mer et de chercher à rejoindre la surface extérieure de la Terre. Nous exprimâmes notre souhait, et bien que ce fût à contre-cœur, il fut aussitôt accepté. À la demande de mon père,
Nos hôtes nous fournirent diverses cartes représentant la totalité de la surface intérieure, ses villes, ses océans, ses mers, ses fleuves, ses golfes et ses baies. Ils nous offrirent aussi, avec une grande générosité, autant de sacs remplis de pépites d'or, certaines de la taille d'un œuf d'oie, que nous pourrions transporter à bord de notre modeste goélette. En temps voulu, nous retournâmes à Jehu, où nous passâmes un mois à réparer et remettre en état notre embarcation. Lorsque tout fut prêt, le même navire, le Naz, qui nous avait découvert jadis, nous embarqua de nouveau et nous conduisit jusqu'à l'embouchure du fleuve Hiddekel. Après que nos frères géants eurent mis notre petite embarcation à l'eau, ils nous témoignèrent un profond regret de nous voir partir et manifestèrent une vive sollicitude quant à notre sécurité. Mon père jura par les dieux Odin et Thor qu'il reviendrait sans faute d'ici 1 an ou 2, pour leur rendre une nouvelle visite. C'est ainsi que nous leur fîmes nos adieux. Nous préparâmes notre départ et hissâmes la voile, mais le vent était faible. Moins d'1 heure après le départ de nos amis, nous fûmes pris dans la bonasse. Le vent soufflait constamment du nord, c'est-à-dire depuis l'ouverture septentrionale de la Terre, en direction de ce que nous savions être le sud, mais que notre boussole indiquait toujours comme le nord. Pendant 3 jours, nous tentâmes de naviguer contre le vent, sans succès. C'est alors que mon père déclara « Mon fils, revenir par le même chemin est impossible à cette époque de l'année. Pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt? Nous sommes ici depuis près de 2 ans et demi, et voici la saison où le soleil commence à briller à travers l'ouverture sud de la Terre. C'est désormais la longue nuit froide dans le pays de Spitzberg. »« Que devons-nous faire ?» demandai-je. « Il n'y a qu'une seule chose à faire, répondit-il. Aller vers le sud. » Aussitôt, il mit le cap sur ce que la boussole indiquait comme le nord, mais qui, en vérité, était le sud réel. Le vent se renforçait et nous semblions avoir atteint un courant marin très rapide, courant dans le même sens que notre direction. En 40 jours tout juste, nous atteignîmes Delphi, une ville que nous avions déjà visitée en compagnie de Jules Galdéa et son épouse, près de l'embouchure du fleuve Guillon. Nous y restâmes 2 jours, accueillis chaleureusement par les mêmes personnes qui nous avaient reçus auparavant. Nous fîmes quelques provisions supplémentaires, puis reprîmes la mer, suivant l'aiguille vers le nord, qui nous ramenait en fait vers l'extérieur. Durant notre voyage aller, nous étions passés par un étroit chenal, semblant être une étendue d'eau séparant 2 grandes masses terrestres. Sur notre droite s'étendait une plage superbe que nous décidâmes d'explorer. Nous jetâmes l'ancre, puis débarquâmes à gué pour nous reposer un jour, avant de poursuivre notre expédition hasardeuse vers l'extérieur. Nous allumâmes un feu, utilisant du bois flotté sec. Tandis que mon père marchait le long du rivage, je préparais un repas appétissant avec les vivres que nous avions embarqués. Une lumière douce et lumineuse baignait les lieux, et mon père déclara qu'elle provenait du soleil filtrant par l'ouverture méridionale de la Terre. Ce soir-là, nous dormîmes profondément, et le matin suivant, nous nous éveillâmes aussi reposés que si nous avions dormi dans nos propres lits à Stockholm. Après le petit déjeuner, nous partîmes en excursion vers l'intérieur, mais nous n'avions pas fait beaucoup de chemin que déjà nous aperçûmes des oiseaux reconnaissables, des manchots. Ces oiseaux, incapables de voler mais excellents nageurs, étaient immenses, arborant une poitrine blanche, des ailes courtes, une tête noire et un long bec effilé. Ils mesuraient près de 3 mètres de haut. Ils nous observèrent sans surprise, puis se dandinèrent vers l'eau et s'enfoncèrent dans les flots, nageant vers le nord. Les événements qui suivirent, pendant plus d'1 centaine de jours, sont au-delà de toute description. Nous naviguions sur une mer libre de glace, totalement ouverte. Selon nos calculs, nous étions en novembre ou décembre, et nous savions que le soi-disant pôle sud était alors tourné vers le soleil. Ainsi, en quittant la lumière intérieure du dieu fumé et sa chaleur bienfaisante, nous devions rencontrer celle du soleil, entrant par l'ouverture méridionale. Et nous ne nous étions pas trompés. Par moments, notre petite embarcation, poussée par un vent continu et puissant, fendait les flots comme une flèche,
Il suffisait d'un récif caché ou d'un obstacle invisible pour que notre navire soit réduit en miettes. Finalement, nous perçûmes que l'atmosphère devenait nettement plus froide. Quelques jours plus tard, des icebergs furent repérés, loin sur la gauche. Mon père conclut, avec justesse, que le vent qui gonflait nos voiles venait bien du climat chaud de l'intérieur. La période de l'année était, sans conteste, la plus favorable pour tenter notre élan vers le monde extérieur et essayer de faire filer notre goélette à travers les chenaux ouverts de la zone glacée qui encercle les régions polaires. Très vite, nous fûmes entourés par les banquises. Comment notre petit bateau réussit à se frayer un passage à travers ces étroits défilés de glace, sans être écrasé, cela reste pour moi un mystère total. La boussole se comportait de nouveau comme une chose ivre, folle et capricieuse, alors que nous franchissions l'arête méridionale de la croûte terrestre, tout comme elle l'avait fait lors de notre entrée par le nord. Elle tournoyait, plongeait, oscillait, comme possédée. Un jour, alors que j'étais appuyé au bastingage, regardant distraitement les eaux limpides, mon père s'écria soudain, brisant droit devant. Je levai les yeux, et à travers la brume qui se levait, je vis une masse blanche qui s'élevait à plusieurs centaines de pieds, barrant entièrement notre route. Nous affalâmes la voile immédiatement, et ce ne fut pas un instant trop tôt. En un clin d'œil, nous nous retrouvâmes coincés entre deux icebergs monstrueux. Chacun poussait et écrasait son jumeau dans une étreinte furieuse et dévastatrice. C'était comme deux dieux de guerre se disputant la suprématie. Nous fûmes terrifiés. En vérité, nous nous trouvions entre les lignes d'un duel titanesque, et le grondement sourd de la glace en lutte ressemblait à des salves continues d'artillerie. Des blocs de glace plus grands qu'une maison étaient soulevés à plus de 30 mètres par la force latérale, tremblaient un instant dans les airs, puis s'écrasaient dans les eaux écumantes, dans un vacarme assourdissant. Cette bataille de géants gelés dura plus de 2 heures. Nous croyions que notre fin était proche. La pression de la glace était d'une violence inouïe. Bien que nous n'étions pas pris au cœur du piège et restions sains et saufs pour le moment, le bruit du fracas, les tonnes de glace se disloquant et les plongeons soudains dans l'abîme glacé nous glacèrent d'effroi. Finalement, ô soulagement immense, le grincement des glaces cessa. Quelques heures plus tard, la masse blanche se sépara lentement, et comme par miracle, une voie d'eau libre apparut juste devant nous, comme ouverte par la Providence elle-même. Devions-nous risquer d'engager notre fragile embarcation dans ce passage inattendu? Si la pression revenait, notre sloop et nos vies seraient anéanties sans espoir. Nous décidâmes de tenter notre chance. Nous hissâmes la voile sous un vent clément, et, pareil à un cheval de course, notre petite goélette s'élança à vive allure, traversant au galop cet étroit chenal inconnu, cette faille fugitive dans le royaume glacé. 5e partie. Parmi les banquises. Pendant 45 jours, notre temps fut consacré à éviter les icebergs et à chercher des passages libres. En vérité, sans un vent du sud soutenu et sans la petite taille de notre embarcation, je doute que ce récit ait jamais pu être transmis au monde. Enfin, un matin, mon père s'exclama « Mon fils, je crois que nous allons revoir la maison. Nous avons presque traversé les glaces. Regarde, de l'eau libre s'étend devant nous. » Cependant, quelques icebergs isolés avaient dérivé loin au nord, dans l'eau ouverte, bordant encore l'horizon à droite et à gauche, sur plusieurs milles. Droit devant nous, et selon la boussole, désormais stabilisée et pointant clairement vers le nord, s'étendait une mer libre, vaste et dégagée. Quelle histoire merveilleuse nous avons à raconter aux gens de Stockholm, poursuivit mon père, les traits illuminés d'une fierté légitime. Et pense aux pépites d'or entassées dans la cale. Je lui adressais des paroles d'admiration sincère, non seulement pour son courage et sa ténacité, mais aussi pour son audace en tant qu'explorateur et pour avoir mené à bien ce voyage extraordinaire qui semblait désormais touché par le succès. J'éprouvais aussi une reconnaissance profonde pour la richesse qu'il avait su recueillir et que nous rapportions chez nous. Alors que nous nous félicitions de notre bonne fortune, des vivres et de l'eau qu'il nous restait, des dangers surmontés, un bruit terrible nous arracha soudain à notre quiétude. Une formidable explosion,
provoquée par l'éclatement d'un gigantesque iceberg. Cela résonna comme le tonnerre d'un millier de canons. Nous naviguions alors à vive allure, et nous nous trouvions proches d'un immense iceberg, apparemment aussi stable qu'une île rocheuse. Pourtant, ce colosse de glace s'était fissuré, commençait à se déséquilibrer et tanguait vers nous. Mon père comprit le danger immédiat, bien avant que j'en saisisse toute l'horreur. L'iceberg s'étendait à plusieurs centaines de pieds sous la surface, et en se renversant, la partie immergée remonta, soulevant notre embarcation comme un levier soulève une pierre. Notre bateau fut projeté dans les airs tel un vulgaire ballon. Il retomba sur le flanc de l'iceberg qui, entre-temps, avait basculé, exposant sa face immergée comme nouveau sommet. Mon père, pris dans les cordages, resta à bord, tandis que je fus propulsé à plus de 6 mètres de là. Je me relevai aussitôt et criai à mon père. Il me répondit d'une voix forte. « Tout va bien. » Mais à ce moment précis, la pleine conscience du danger m'envahit. Un frisson d'effroi absolu me glaça le sang. L'iceberg, encore en mouvement, allait s'enfoncer dans les profondeurs et, par sa masse colossale, provoquer un puissant maelstrom, un tourbillon aspirant, engloutissant les eaux alentour dans une rage déchaînée comme une meute de loups blancs aux crocs acérés. Dans cette détresse mentale extrême, je jetai un regard vers notre embarcation, renversée sur le flanc, et je me demandais si elle pourrait se redresser, si mon père parviendrait à s'extraire. Était-ce la fin? Étions-nous venus jusqu'ici pour mourir dans les glaces? Toutes ces pensées filèrent dans mon esprit en une fraction de seconde, avant que le combat pour ma propre survie ne commence. L'énorme monolithe de glace s'enfonça, et les eaux glacées rugirent autour de moi comme une bête furieuse. Je me retrouvais emporté dans un chaudron d'écume, la mer se refermant de toutes parts. Puis, le néant. Quand je repris partiellement connaissance, tiré de l'évanouissement d'un homme à demi noyé, je me trouvais mouillé, engourdi, transi de froid, étendu sur l'iceberg. Il n'y avait aucune trace de mon père, ni de notre petite goélette. Le monstrueux iceberg avait retrouvé un nouvel équilibre, et son sommet s'élevait maintenant à plus de 15 mètres au-dessus des vagues. Sa surface formant un plateau d'environ un demi-acre, lisse et déserte. J'aimais profondément mon père. Sa perte me plongea dans un chagrin insondable. Je maudissais le destin qui ne m'avait pas permis de mourir avec lui et de reposer dans les profondeurs de l'océan, à ses côtés. Finalement, je me redressai et scrutais les alentours. Le ciel à la coupole pourpre au-dessus de moi, l'océan vert sans rivage en dessous, et à l'horizon, quelques rares icebergs flottants, solitaires. Mon cœur s'effondra dans un désespoir absolu. Je me frayais prudemment un chemin sur l'iceberg vers l'autre versant, espérant encore que notre embarcation ait pu se redresser. Oserais-je croire que mon père vivait encore? Ce n'était qu'une lueur d'espoir, une flamme fragile dans mon cœur. Mais cette pensée réchauffa mon sang et le fit circuler de nouveau comme un élixir puissant à travers mes veines engourdies. Je m'approchai du bord abrupt de l'iceberg et plongeai mon regard dans les profondeurs, espérant, encore espérant. Puis je fis le tour du bloc de glace, scrutant chaque recoin, et je continuai ainsi, tournant en rond sans fin. Une part de mon esprit devenait sans doute déraisonnable, mais l'autre restait lucide, j'en suis encore convaincu aujourd'hui. Je me rappelle avoir fait la ronde au moins une douzaine de fois. Une partie de moi savait pertinemment qu'il n'y avait plus aucun espoir. Et pourtant, une étrange obsession m'ensorcelait, me forçant à me bercer d'illusions. L'autre moitié de mon esprit me disait que, si je m'arrêtais, si je reconnaissais ma défaite, je sombrerais dans la folie. Alors je continuais, heure après heure, incapable de m'arrêter, mais incapable aussi de poursuivre indéfiniment. Oh, l'horreur de l'horreur, être naufragé, perdu dans cette vaste mer, sans nourriture ni eau, et pour seul refuge, un iceberg perfide. Tout espoir me quittait, le désespoir noir m'envahissait, et soudain, la main du Sauveur s'étendit. Le silence mortel de cette solitude, devenu insupportable, fut brisé d'un coup sec par le tonnerre d'un canon de signalisation. Je levai la tête,
pétrifié de surprise, et vis, à moins d'un demi-mille, un navire baleinier fonçant dans ma direction, voiles grandes ouvertes. Manifestement, mes allées et venues sur la glace avaient attiré leur attention. Lorsqu'ils s'approchèrent, une chaloupe fut mise à la mer, et descendant avec précaution jusqu'au niveau de l'eau, je fus secouru, puis hissé à bord du navire. C'était un baleinier écossais, le Arlington, qui avait quitté Dundee en septembre, en route pour l'Antarctique à la recherche de baleines. Le capitaine, Angus Macpherson, se montra d'abord bienveillant, mais je compris bientôt qu'il avait une poigne de fer en matière de discipline. Lorsque je tentais de lui expliquer que je venais de l'intérieur de la Terre, le capitaine et le second échangèrent un regard inquiet, secouèrent la tête et exigèrent que je sois placé dans une couchette sous la surveillance du médecin de bord. J'étais très affaibli, privé de nourriture, et je n'avais pas dormi depuis des jours. Mais, quelques jours plus tard, je me levai sans demander la permission, m'habillai et déclarai que j'étais aussi sain d'esprit que n'importe qui. Le capitaine me fit appeler, me questionna de nouveau sur l'endroit d'où je venais et comment j'avais pu me retrouver seul sur un iceberg, en plein océan Antarctique. Je répondis que j'arrivais de l'intérieur de la Terre et lui racontai comment mon père et moi étions entrés par le Spitzberg, puis sortis par le pôle Sud. Je fus immédiatement mis au fer. Plus tard, j'entendis le capitaine dire au second « Il est aussi fou qu'un lièvre de Mars, qu'il reste confiné jusqu'à ce qu'il soit capable de raconter quelque chose de crédible. » Après de longues suppliques et de nombreuses promesses, je fus libéré. À ce moment, je décidai de ne plus jamais parler du dieu fumé à bord, pas avant d'être en sécurité parmi les miens. 2 semaines plus tard, je fus autorisé à circuler librement et repris une place parmi l'équipage. Le capitaine me demanda alors une explication. Je répondis que mon expérience avait été si terrible que j'en craignais moi-même la mémoire et le suppliai de me permettre de garder le silence pour un temps. « Je crois que tu reprends un peu de lucidité, » dit-il. « Mais tu n'es pas encore tout à fait sain d'esprit. Confiez-moi les tâches que vous voudrez, répondis-je, et si cela ne vous suffit pas, je vous paierai rubis sur l'ongle dès mon retour à Stockholm. » Et c'est ainsi que les choses en restèrent là. À mon retour à Stockholm, comme je l'ai déjà relaté, je découvris que ma chère mère était décédée plus d'1 an auparavant. Et plus tard encore, la trahison d'un parent m'envoya dans un asile, où je passai 28 longues années, apparemment sans fin. Après ma libération, je repris la vie de pêcheur et l'exerçai pendant 27 ans avant de m'établir en Amérique, puis à Los Angeles, en Californie. Mais tout cela, sans doute, importe peu au lecteur. Car il me semble que le point culminant de mes merveilleux voyages, de mes aventures extraordinaires, fut atteint lorsque ce navire écossais me recueillit sur un iceberg dérivant dans l'océan Antarctique. 6e partie. Conclusion. En concluant le récit de mes aventures, je tiens à affirmer que la science actuelle n'en est encore qu'à ses balbutiements en ce qui concerne la cosmologie de la Terre. Tant de choses demeurent inexpliquées par les connaissances admises aujourd'hui et le resteront à jamais jusqu'à ce que la Terre du dieu fumé soit connue et reconnue par nos géographes. C'est de ce pays que proviennent les énormes troncs de cèdre retrouvés par les explorateurs, flottant dans les eaux libres au nord du bord externe de la croûte terrestre, tout comme les corps de mammouth dont les ossements sont découverts en vastes gisements sur les côtes sibériennes. Les explorateurs du Nord ont accompli de grands efforts. Sir John Franklin, de Haven Grinnell, Sir John Murray, Kane, Melville, Hall, Nansen, Schwatka, Greely, Peary, Ross, Gerlach, Bernacchi, André, Amsden, Amundsen et d'autres encore ont tous tenté de forcer la citadelle glacée du mystère. Je suis fermement convaincu que André et ses 2 compagnons de bravoure, Strindberg et Frankel, qui s'envolèrent à bord du ballon Orion depuis la côte nord-ouest du Spitzberg, un après-midi de juillet 1897, se trouvent à présent dans le monde intérieur, sans doute accueillis avec la même bienveillance que celle dont mon père et moi avons été l'objet, par cette race de géants au cœur généreux, habitants du continent atlantique intérieur. Ayant consacré, dans la modestie de ma condition,
Des années d'études à ces questions, je suis bien au fait des définitions acceptées de la gravitation, ainsi que des théories expliquant l'attraction de l'aiguille aimantée. Et je suis prêt à affirmer, avec conviction, que l'aiguille de la boussole est uniquement influencée par des courants électriques qui enveloppent la Terre comme un manteau. Ces courants électriques, en circuit fermé, sortent de l'extrémité sud de l'ouverture cylindrique de la Terre, se diffusent sur toute la surface extérieure, puis poursuivent leur course effrénée vers le pôle Nord. Et si ces courants semblent ensuite se dissiper dans l'espace, à la courbure terrestre, en réalité ils replongent dans la surface intérieure et continuent leur trajet vers le sud le long de la croûte interne, jusqu'à l'ouverture du soi-disant pôle sud. Quant à la gravitation, nul ne sait véritablement de quoi il s'agit, car il n'a jamais été établi s'il s'agit d'une pression atmosphérique qui fait tomber la pomme, ou s'il existe, à 150 miles, 240 km, sous la surface de la Terre, soit au milieu supposé de la croûte terrestre, une sorte de puissant aimant naturel qui exerce une force d'attraction. Ainsi, nul ne peut dire avec certitude si la pomme, lorsqu'elle quitte la branche, est attirée ou poussée vers le sol. Ce mystère échappe encore aux savants. Sir James Ross prétendait avoir localisé le pôle magnétique à environ 74 degrés de latitude, mais il se trompait. Le pôle magnétique est situé exactement à mi-profondeur de la croûte terrestre. Si, comme je l'estime, l'épaisseur de la croûte terrestre est de 300 miles, soit environ 480 km, alors le pôle magnétique se trouve nécessairement à 150 miles sous la surface, peu importe où la mesure est faite. À cette profondeur, la gravité s'annule, elle devient neutre. Et lorsqu'on passe au-delà de ce point, vers la surface intérieure de la Terre, une force d'attraction inversée se manifeste, croissant géométriquement en intensité, jusqu'à ce que soient parcourus les 150 derniers miles menant à la surface interne. Ainsi donc, si un puits était foré à travers la croûte terrestre, depuis Londres, Paris, New York, Chicago ou Los Angeles, sur une profondeur de 300 miles, environ 480 km, il relierait les deux surfaces. Certes, l'inertie et la vitesse initiale d'un objet lâché depuis la surface extérieure l'emporteraient au-delà du centre magnétique, mais, en dépassant ce point médian, sa course ralentirait progressivement, jusqu'à s'arrêter un instant, puis retomberait vers l'extérieur, et oscillerait ainsi, tel un pendule privé de force motrice, jusqu'à se stabiliser au centre magnétique, c'est-à-dire à mi-distance, entre la surface extérieure et intérieure de la Terre. La giration quotidienne de notre planète, dans sa rotation spiralée, à une vitesse de plus de 1000 miles par heure, soit environ 17 miles par seconde, fait de la Terre une gigantesque génératrice électromagnétique, une vaste dynamo, prodigieuse matrice que nos machines artificielles n'imitent que faiblement et imparfaitement. Les vallées du continent intérieur d'Atlantide, longeant les hautes eaux du Grand Nord, sont saisonnellement tapissées de fleurs magnifiques, d'une luxuriance inouïe. Non pas par centaines ou milliers, mais par millions d'acres entiers, de prairies florales, dont le pollen ou les pétales sont emportés au loin, dans toutes les directions, portés par la rotation spirale de la Terre et les vents qui en résultent. C'est ce pollen venu du monde intérieur qui expliquerait les neiges colorées des régions arctiques, phénomène qui a tant intrigué les explorateurs du Nord. Il ne fait aucun doute que cette nouvelle Terre, nichée au sein du globe, est le berceau de l'humanité. Et si l'on considère nos découvertes, cette contrée doit nécessairement bouleverser les fondements des sciences physiques, paléontologiques, archéologiques, philologiques et mythologiques. La même idée, celle d'un retour à la terre des mystères, au commencement même des choses, aux origines de l'homme, se retrouve dans les traditions égyptiennes sur les régions primitives des dieux, des héros et des premiers hommes, confirmées tant par les fragments historiques de Manéthon que par les données issues des récentes fouilles de Pompéi, ainsi que par les légendes des peuples autochtones d'Amérique du Nord. Il est maintenant 1 heure passée après minuit. L'année nouvelle, 1908, est là. Nous sommes le 3e jour de ce nouveau cycle, et j'ai enfin achevé le récit de mes étranges voyages et aventures, récit que je souhaite livrer au monde. Désormais,
Je suis prêt, et même désireux, de goûter le repos paisible, celui que l'on trouve après les épreuves et vicissitudes de la vie. Je suis vieux. Mon existence touche à sa fin, riche de douleurs, de découvertes et des quelques amis fidèles que j'ai su gagner dans mes efforts pour mener une vie juste et droite. Tel un conte presque achevé, ma vie s'efface doucement. J'ai le pressentiment profond que je ne verrai pas se lever un autre soleil. Ainsi s'achève mon message. Olaf Jonsson. 7e partie. Postface de l'auteur. J'ai rencontré de grandes difficultés dans la tâche de déchiffrer et de mettre en forme les manuscrits d'Olaf Jonsson. Néanmoins, je me suis permis de reformuler très légèrement quelques passages, et ce sans jamais altérer l'esprit ni le sens de son récit. En dehors de ces ajustements ponctuels, le texte original n'a été ni augmenté, ni amputé. Il m'est impossible de me prononcer sur la valeur ou la véracité des extraordinaires déclarations d'Olaf Jonsson. Les descriptions qu'il donne de ces contrées étranges, des peuples rencontrés, de la localisation des cités, des noms et directions des fleuves, ainsi que d'autres informations regroupées ici, correspondent en tout point au croquis sommaire qu'il m'a confié. Ces dessins, accompagnant son manuscrit, je prévois de les remettre en temps voulu à l'Institut Smithsonian, afin qu'ils soient conservés pour les générations futures et ceux qui s'intéressent au mystère du Grand Nord, ce cercle glacé du silence. Il est certain que de nombreux éléments contenus dans les textes védiques, dans Joseph, dans l'Odyssée ou l'Iliade, dans l'histoire ancienne de la civilisation chinoise de Terrien de la Couperie, dans les mythes astronomiques de Flammarion, dans les origines de l'histoire de Lenormand, dans la théogonie d'Hésiode, dans les écrits de Sir John de Mandeville, ou encore dans les archives du passé compilées par Sayce, sont étrangement en harmonie avec le texte, certes incroyable, du vieux manuscrit jauni d'Olaf Jonsson, aujourd'hui rendu pour la toute première fois public. Merci d'avoir écouté ce livre, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. C'est très important pour me permettre de continuer à produire davantage de livres audio. À bientôt.